potentiel d'eau douce très très important. Et par rapport aux forêts, il a lui-même plus de 60% des forêts du bassin du Congo, comme vous le savez, qui aujourd'hui constitue le deuxième poumon du monde. Les nouveaux blocs pétroliers que le ministère vient de mettre, le ministère des hydrocarbures vient de mettre sur le marché. Et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de superpositions qui sont à la base des conflits. Et de ces conflits-là, on ne sait vraiment pas aller vers une ressource et une gestion qui va amener les pays au développement. Alors, quelle est la problématique? Nous y sommes allés sous une formulation dynamique où on se pose la question de savoir pourquoi la RDC peine à gérer ses ressources naturelles. Et de là aussi, il y a aussi le problème le rôle des communautés locales et peuples autochtones pygmées qui peut être évidemment pris en compte dans la planification participative. Alors le problème central, il est vraiment à ce niveau-là, où on a tout ce qu'il y a comme difficulté de coordination, voilà, des ministères qui ne se concertent pas dans la prise de décision et des gens qui ont des concessions qui font ce qu'ils veulent et peut-être se retrouvent sur un même espace avec des titres différents et certains titres sont même contradictoires. Et nous avons des cas où nous avons une aire protégée et dans l'aire protégée, on dit qu'on va forer, on va faire le pétrole. Et ça, c'est déjà un problème. Et la conséquence de tous ces conflits-là, c'est la dégradation de forêts et la déforestation qui peut être évidemment à déplorer et à considérer comme problème. Nous nous sommes posés des questions pour orienter nos recherches. Et la première est celle de savoir si l'aménagement du territoire peut-il favoriser la gestion durable des forêts. La deuxième question, c'est la planification participative faite à l'échelle villageoise. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact réel et important dans le travail d'aménagement et des décisions sur les espaces? Et pour ces questions, nous avons émis quelques réponses provisoires qui, évidemment, ont été vérifiées à la fin. C'est d'essayer de savoir, pour la première question, on a dit oui parce que à travers l'outil comme celle que nous avons analysée, le Land Use Planning, qui est une planification participative des espaces qui avait été menée au maniement. Et ça a été fait et on pense que on a vu que la manière dont ça a été fait, la période où on l'a fait, il y a eu des changements importants par rapport à la durabilité des ressources. Alors la deuxième hypothèse, pour répondre provisoirement à la deuxième question, c'était que oui, si les communautés sont actrices dans la planification, certainement on peut avoir un impact réel dans les travaux d'aménagement du territoire. Alors, quel est l'objectif de notre recherche? Généralement, c'est d'abord évaluer l'apport de la planification participative dans la gestion apaisée des ressources naturelles. Et spécifiquement, il s'agit évidemment d'analyser l'impact qu'a cet aménagement du territoire sur la gestion foncière et celle des ressources naturelles, et puis étudier l'approche Land Use Planning au maniement, qui a été considérée comme étudier le cas que nous avons mis en exergue. Où est-ce que nous avons été? Notre zone de recherche se trouve
au centre du pays. Et là, nous sommes dans le Maniema, précisément dans le territoire de Kailo, au secteur Balanga, le groupement Bakuti. Et nous avons vraiment été dans 2 villages, à savoir Ichuku et Yawanja. Par rapport à la méthodologie, nous avons utilisé plusieurs données. Parmi lesquelles nous avons des cartes participatives. De ces cartes-là, il y avait aussi des esquisses que les communautés avaient réalisées. Et de ces esquisses-là, il y a eu un travail qu'ils avaient fait avec les experts qui les accompagnaient pour avoir des cartes vraiment bien faites par les logiciels. Et puis, j'ai aussi utilisé le logiciel SIG, ArcGIS 10.4, et puis quelques GPS pour caler le point qui m'ont permis évidemment à analyser, à faire les analyses sur les images. Voilà. Alors, nous avons collecté les données qui ont été traitées et l'interprétation avait été faite. Et dans la collecte des données, il y a un échantillon important que nous avons utilisé. Et parmi lesquels nous avons d'abord les experts en aménagement du territoire. Et ces experts-là, il y en a ceux qui sont des organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique. Et nous avons aussi au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, nous étions vraiment avec la cellule qui est en charge de la réforme et de l'aménagement du territoire. Et puis évidemment le bénéficiaire qui est de ces activités-là d'aménagement du territoire que nous avons rencontré au niveau des terrains. Alors, quelques résultats de mes recherches. Le premier, c'est la réduction du conflit par l'aménagement du territoire. Nous avons remarqué que les conflits peuvent être réduits par un travail d'aménagement du territoire. Alors, et là, c'est l'analyse qualitative qui montre que le plan participatif clarifie les usages, en disant par exemple qui est où, voilà, les auteurs, la localisation, les permissions et les interdictions dans la zone, qui fait les suivis, les contrôles est fait par qui et quelles sont les sanctions en cas de transgression des normes qui sont édictées par les différents plans. Et puis nous avons moins de conflits sur les limites et accès aux ressources naturelles, ça on l'a vraiment senti sur le terrain. Et on peut regarder très bien l'image ici qui illustre la situation dans les 2 villages. La couleur bleue, c'est le village, il y a les Ichuku, et la couleur, c'est orange, oui, c'est Yawanja. Et là, c'est vraiment les informations que j'ai reçues du groupement et qui reçoit évidemment les différentes plaintes, tout le problème en tant que le président du tribunal local, en fait. Et qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport à la gestion des espaces, l'évolution des conflits, si on part de 2014, on a vu là où c'était, on recevait par exemple pour Yale, 14 cas par an. Et de l'autre côté, ils étaient dans les 18 exactement. Et la période où le travail a été fait, d'aménagement du territoire dans le village, c'est 2007-2018. On a vu comment le conflit était en montant.
Et à partir d'ici, ça a commencé à descendre jusqu'à ce que je me suis retrouvé sur le terrain pour discuter avec eux et ils l'ont confirmé. Et ça, c'est par rapport à la gestion des espaces. Alors, par rapport au pouvoir d'attribution des droits sur les espaces, voilà la situation qui, elle aussi, suit la même tendance, hein, où à partir de l'année où ils ont fait la planification, ça a commencé à descendre. Et là, il y a une citation même de ce chef de groupement de Bakouti qui dit que depuis qu'ils ont fait le travail avec GeoFest, qui est évidemment l'organisation qui les avait accompagnés, ils s'observaient de moins en moins de conflits liés aux limites dans l'exploitation des ressources naturelles. Alors, deuxième résultat. Là, c'est par rapport à la couverture forestière. Où, quand on regarde les NDVI de 2013 à 2017, on était vraiment à la baisse. Et 2017, c'est là où, évidemment, le travail avait été fait. Il y avait une certaine stabilisation. Et après, parce que déjà, à partir de là, on peut voir, c'est Yawanja, on voit tous les points sombres là, tout ça. Et quand on regarde ici, c'était en augmentation. Ok. Et après, ici, ça se retrouve seulement ici. Tout ce qui était là, tout ça, vient de disparaître. Ça, c'est la perte. Donc, la perte a diminué sensiblement avec le travail qui a été fait. Alors, la même chose a été aussi observée au niveau des villages Itchuku, mais pas avec beaucoup plus de vitesse qu'au niveau des Yawanja. Donc c'est quelque chose qu'il faudra continuer à regarder pour dégager la vraie raison. Alors, par rapport aux résultats, 3, on regarde juste le cas de Yali-Tchoukou, où nous avons une déforestation très faible de 0,96% de 2013 à 2017. Et une situation évidemment qui montre une toute petite variation, c'est ce que j'ai parlé dans les slides précédents, et qu'on doit suivre parce qu'il nous a été aussi dit que pendant la période là, il y avait une insécurité qui a fait déplacer les gens, et on pense que ça peut être aussi une des raisons, parce que l'absence des gens, il n'y a pas assez d'utilisation des ressources, il n'y a pas assez d'exploitation, et ça pouvait évidemment justifier cela. Et donc, on pourra vérifier tout cela. Alors, par rapport aux discussions, on peut regarder et se poser la question pourquoi ça marche. Hein, le plan d'utilisation des terres peut marcher dans la réduction des conflits et la gestion durable des ressources. Nous avons d'abord, ces plans-là sont l'émanation des besoins locaux. Quand on regarde la manière dont ça se développe, vous sentez vraiment une dynamique communautaire derrière, et d'ailleurs ce sont les communautés elles-mêmes qui le font, et c'est ce qui fait qu'une acceptation sociale très élevée, parce que c'est vraiment participatif, c'est vraiment l'initiative des communautés, et ce sont elles qui disent par exemple, voilà chez nous, voilà notre forêt, voilà la partie où nous devons exploiter, voilà la partie où on ne doit pas toucher, voilà la partie où nous allons faire les champs, et eux-mêmes ils mettent des règles sur chaque partie, et ils disent, celui qui va transgresser ces règles, voilà ce qu'il va faire. Et là dans le village, il y avait même des sanctions qui m'avaient beaucoup plus intéressé, où on était en train de jongler sur le coutumier et le réel, quoi, où il y avait des poules à payer, il y avait des chèvres à payer, et ainsi de suite, en cas de transgression des règles qui étaient mises en place. Et ça marche aussi parce qu'il y a le renforcement de la redevabilité, parce qu'il y avait un organe qui contrôle et faisait rapport évidemment au comité qui était en place. Alors, je
On peut rentrer. Donc ici, quand j'ai lu d'autres acteurs, d'autres auteurs, d'autres chercheurs qui ont écrit sur le sujet, on peut lire Brunet de l'année passée qui a vraiment montré que l'aménagement du territoire, c'est une action volontaire d'une communauté sur son territoire. Et Domingue aussi, qui est allé vraiment dans le sens de montrer que la superposition des permis s'oppose aux engagements nationaux et internationaux sur la préservation de la biodiversité. Comme on sait, nos pays sont toujours sur les différents engagements, mais au niveau interne, on continue à décider de manière isolée, avec comme conséquence les différents... tout ça. Alors, donc ici, avec ces diagrammes, je voulais juste montrer comment, pour arriver au résultat, des bons résultats, il faut une participation, il faut une acceptation et la mise en œuvre des différents plans. Alors, quelques limites et points de vigilance que je vais présenter pour attirer votre attention, c'est qu'il y a toute la question de l'instabilité dans la zone. C'est une question, on peut dire aujourd'hui que Maniema, c'est une zone où il n'y a pas d'insécurité, mais au sein dans la zone, dans le groupement OGT, il y a quand même des groupes qui font la terreur, et c'est beaucoup plus pour entrer dans le parc, faire des bêtises, sortir dans le village aussi pour se ravitailler, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aussi compliqué un tout petit peu sur le terrain. Il y a la nécessité d'un encadrement institutionnel et de renforcement des capacités, parce que quand vous regardez la manière dont le niveau des gens qui sont appelés, par exemple, à valider le plan, c'est les chefs des secteurs, mais quand tu regardes ce niveau, ça pose vraiment problème en termes de capacité pour bien décider sur l'outil. Alors, il y a toutes les limitations techniques avec le suivi de la déforestation que nous avons connu. Voilà, en termes de conclusion, ce que je confirme que les deux hypothèses, toutes les deux hypothèses ont été vérifiées et confirmées. Et puis, l'aménagement participatif est une voie pertinente pour la RDC. Quand on regarde la planification spéciale et spatiale, c'est un socle de développement durable. Parce que sans ça, on ne sait pas arriver à un développement qui va assurer les générations à venir de retrouver quelque chose encore dans les forêts, sur nos terres. Alors, nous appelons évidemment à capitaliser les expériences qui existent, pas seulement dans le Maniema où j'ai été, il y a aussi quelques expériences au niveau de l'Équateur et d'autres expériences qui pilulent par-ci par-là, ils peuvent être identifiés pour qu'ils intègrent ou qu'ils soient, évidemment, on s'inspire dessus pour faire bien le travail d'aménagement du territoire dans lequel notre pays s'est engagé depuis 2015. Et aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer. Parce que tout récemment, il y a, et d'ailleurs c'est ça, en termes de recommandations, c'est de renforcer cette planification participative et l'aménagement qui peut contribuer évidemment à l'aménagement territoire dans notre pays. Parce que comme vous le savez, notre pays n'avait aucune politique sur l'aménagement territoire, n'avait aucune loi sur l'aménagement territoire. Jusqu'à aujourd'hui, cette question est réglée par un vieux texte de 1959 sur l'urbanisme. Vous savez la différence entre l'aménagement territoire et l'urbanisme, où l'urbanisme c'était vraiment le colon, lui ne voyait que d'abord les agglomérations urbaines. Et ici, c'est maintenant que le pays est en train de travailler et il y a la politique nationale qui a été validée, adoptée par le Conseil des ministres, c'était en 2020. Et il y a les guides méthodologiques sur la manière dont le schéma national d'aménagement du territoire doit être mené. C'était tout récemment,
en avril d'ici 2025, et puis l'adoption de la loi sur l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, c'était le 30 mai, il y a quelques semaines seulement. Député, question d'éclairer certains pans du travail, d'aider à l'approfondir, à donner vos avis, qui restent après tout des avis, à laisser les récipiendaires expliciter des éléments qu'il n'a pas su expliciter. L'objectif, c'est de voir clair dans le travail et de rendre le travail plus enrichi. Alors je passerai la parole au premier membre du jury, le professeur Karasseri. Donc, je rappelle que vous avez entre 5 et 10 minutes. Il s'agit d'un dialogue. Je vous en prie. Merci, professeur Pellerin Kimanga, président du jury. Je commencerai par faire voir à l'impétrant mon dossier qui compétit pour un diplôme d'études approfondies dans les eaux et forêts, et orientation, conservation et gestion des ressources naturelles renouvelables. Il a fait un travail très important, surtout que ce travail a été recalé il y a plus de 6 mois et qu'aujourd'hui on est devant un autre travail refait de fond en comble, un travail de qualité. Je tiens personnellement à féliciter le promoteur, le professeur Mbalama, et tous les membres du jury qui ont contribué à l'amélioration de ce travail qui fait notre fierté. Et voilà, qu'à cela ne tienne, je remarque, première remarque, ce n'est pas pour répondre, que vous avez méconnu certains membres des jurys sur votre couverture. Donc la couverture que vous avez faite, ça vous engage. Engage pas du père, parce que cette couverture, elle ne respecte pas la décision rectorale. Vous oubliez certains membres du jury, c'est comme si vous êtes fâché contre certains et que vous ne voudriez jamais voir sur votre couverture. Mais même si vous êtes fâché contre quelqu'un, mais s'il est dans la décision, vous devez le mettre, parce qu'il l'a décidé. Et la deuxième remarque, c'est en rapport avec la qualité de l'encre. Je vous envoie à la page 73, où il y a des mentions illisibles. Heureusement que je porte les lunettes, mais malgré les dioptries de mes lunettes, je n'arrive pas à lire, sauf peut-être avec loupe, avec un grossisseur optique. Je ne sais pas. C'est la page 73. 73. Vous n'avez qu'à regarder. Par ailleurs, les autres cartes sont lisibles. Le texte respire. Ainsi de suite. Et sur la page 74, c'est vraiment à revoir. À la page 31, vous avez une remarque d'ordre symbologique, la symbologie dans le signe. Il faut savoir choisir le terme de trait et de texte pour que le fond de la carte soit visible. Quand on regarde à la page 31,
Bafundo, Yawanja, Ifikole, Kabongo, ainsi de suite. C'est vraiment des textes minimalisés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de travail parfait sur Terre, mais vous devez éviter qu'on puisse vous critiquer, comme à la page 47 aussi. Je ne sais pas si ce texte-là est fait pour les enfants de 2 ans qui ont un iris encore jeune, ou c'est pour nous les vieillards ici. Voilà. Le choix des textes, et c'est un choix qui pose des petits soucis sur les cartes. Surtout en ce moment de changement climatique, le moteur des eaux et forêts reste les précipitations et la température. Je suis étonné, malgré ma petite contribution, alors que vous avez ces données, vous les avez, alors que vous m'avez pris du temps pour qu'on les traite. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que malgré que ce travail est très bon, mais vous me laissez sur ma soif. Je ne vois pas comment l'empiètement des autochtones, des populations dont vous parlez, la coupe de bois, ainsi de suite, comment est-ce qu'elle a impacté sur le microclimat local. Vous n'en faites les données climatiques et leurs résultats probants qui éclairent très bien ce travail. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il est difficilement repérable de trouver ici les quantificateurs. Par exemple, on a déboisé autant d'hectares dans telle zone avec telle dynamique. Par exemple, il se soustrait autant d'hectares par mois ou par an. C'est un quantificateur de boisement assez clair. Ou soit je n'ai pas bien lu tout, vous pouvez me rappeler ça. Donc ces quantificateurs, parce que quand il y a empiètement, quand il y a dégradation, quand il y a déforestation, quand il y a un problème dans les écosystèmes, il faut les quantifier. Les cartes sont très bien faites, en dépit de quelques remarques, mais il faut la quantification. Et pourquoi vous n'avez pas quantifié? Alors, la troisième question, il s'agit de l'outil. Nous utilisons l'outil SIG. Et dans votre plan de remédiation, de restauration que j'ai aimé, de la cartographie participative, vous voulez que le peuple autochtone participe. Ça, c'est formidable. Mais il participe avec un outil dont vous-même, vous seul, dans ce coin-là, même si on s'est rendu avec vous, il n'y a que vous qui maîtrisez ça. Alors, je me demande, vous allez vous asseoir vous seul pour travailler pour eux? Comment vous allez faire? Vous parlez de la formation. Mais vous avez formé qui en SIG? Les villageois là, sans ordinateur, d'abord sans téléphone. Moi, je pense que votre travail devait aboutir sur un logiciel où j'ai pitié de vous, hein, je laisse d'autres questions. Je vous trouve des questions. Monsieur le Président, j'ai frisé les 5 minutes. Mais qu'il me réponde. Et si je ne suis pas satisfait, Monsieur le Président, je vais répondre. Si je l'autorise, oui. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour les questions. Je vais y aller
en montant, donc je commence par la dernière. Voilà, donc j'ai évidemment recommandé la cartographie participative. Et quand on regarde l'approche, la manière dont elle est construite, c'est un travail qui met en œuvre les différentes parties prenantes. Ce n'est pas seulement les communautés elles-mêmes en fait, la communauté est en avant, parce que c'est le terroir communautaire qu'on est en train de vouloir cartographier. Mais les travails de traitement, voilà, production de la carte, très souvent, c'est pas aller au niveau. Mais ça peut l'être évidemment si dans leur communauté, il y a des personnes qui maîtrisent évidemment l'outil de cartographie qui est très technique. Et souvent, on ne sait pas avoir des personnes au niveau des villages qui sont en mesure de le faire. Et donc, bon, les logiciels auxquels je pouvais aboutir, je comprends très bien parce que c'est un travail que j'avais fait avant. Et vous pouvez aller même à l'internet, vous allez trouver A7, accompagnement des communautés à la cartographie territoriale. Nous avons monté même un logiciel qu'on met dans le tablette. Hein. C'est Mapping for Rights. C'est à partir de ça que nous avons même défini les symboles avec les communautés. Nous avons défini les couleurs avec les communautés pour leur permettre évidemment à collecter les données de manière la plus facile. Et une fois qu'ils terminent, il suffit tout simplement qu'ils soient à l'Internet pour que nous, au niveau du laboratoire, nous avons déjà des informations qu'on peut évidemment superposer sur notre fond de carte satellitaire et déjà commencer à comprendre que ça, là, c'est la rivière et le nom est déjà là. Parce que, et quand ils vont voir la rivière, ils savent. Cette synergie-là, où on a en termes des outils, où on a la contribution des classiques modernes et la contribution autochtone locale. Comment comptez-vous également exploiter le sketchmap, qui est finalement l'apanage des communautés locales, des autochtones? Est-ce qu'on va balayer ça du revers de la main tout simplement parce qu'il y a cette nouvelle technologie? Tout à l'heure, vous avez parlé. Je continue dans le même élan. En fait, en lisant votre travail, j'étais chaque fois renvoyé à l'expérience des Agdel au Maroc, dans les forêts, dans les atlas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, les Agdel, ce sont des Agdal plutôt, ce sont des communautés à la fois, ça indique, des communautés qui vivent dans les forêts, dans les montagnes d'Atlas, voilà, et qui ont une gestion particulière des forêts qui sont fragiles, mais des forêts qui doivent les aider à vivre et à survivre. Et c'est dans la forêt qu'ils retiennent des éléments pour la construction, c'est de la forêt qu'ils leur font le chauffage, toute la vie tourne autour de ça. Alors la fragilité de ces forêts, avec la poussée démographique, a fait que ce n'est pas seulement une question pour vous, mais je pense que c'est une question pour nous tous. Comment nous allons passer de la gestion participative des communautés vers une politique plus générale d'un pays? Autrement dit, je vous ai entendu dire qu'il s'agissait d'une sommation. Non, ça serait grave si on faisait une sommation. Parce que vous-même, vous décriez ça. Vous parlez de la première politique qui concernait la somme de la communauté. Les jurys se retirent pour des jurys d'assistance patientale. Oui, les réformes de l'os devant
Demander au peu de gens qui sont dehors d'entrer. pour l'assistance. Les jurys de délibération des résultats des examens pour l'obtention de diplôme d'études approfondies en sciences et technologies, composés conformément aux dispositions du règlement organique du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, dont les noms et qualités des membres sont repris sur la décision rectorale numéro 025 UPEN Rect 2024 du 15-10-2024, siégeant ces jours, a reçu les examens de M. Mudodozi Mouigwa Blaise, inscrit dans l'option eau et forêt, orientation, conservation et gestion des ressources humaines, des ressources naturelles et renouvelables. Après délibération à huis clos, les jurys a pris la décision suivante. Monsieur Mudodozi Mouigwa Blaise a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. Fait à Kinshasa le 9 juin 2025. Secrétaire du jury, Dr Sumbicho Mwapu, président du jury, Kimwa. Jury qui n'ont pas minoré à leur charge pour venir examiner ces dossiers. Et j'appelle le secrétaire facultaire à habiller, vous l'habillez. Nous avons imposé les habitudes marocaines au Maroc. On habille, et c'est toujours comme ça, c'est un costume. Ça, c'est bien fait. Il n'y a pas de femmes. Ici, pour dire la séance de la deuxième vague des DEA, ça fait maintenant à peu près 10 DEA avec. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous brièvement. Oui, c'est le professeur associé Stéphane Mingamilolo, secrétaire académique de l'école de télécommunications et de télédétection spatiale. Alors aujourd'hui, nous avons vu une soutenance. Le directeur général de cette école a rappelé que c'est votre deuxième vague comment défense. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soutenance qui vient d'être faite aujourd'hui? Oui, avant de vous parler de la soutenance qui vient d'avoir lieu, vous permettrez que je vous brosse brièvement les activités déployées au sein de l'école des télécommunications et de télédétection spatiale. C'est une école créée par arrêté ministériel. Pour l'instant, elle fonctionne comme école doctorale, mais à moyen terme, on va l'élargir au premier et au second cycle. Alors, elle est organisée en 5 départements. Nous avons le département eau et forêt qui a été à l'honneur aujourd'hui avec la défense de ce mémoire. Nous avons le département de géomatique et géodésie spatiale. On a le département de la physique spatiale où on développe la télédétection spatiale. On a le département de contrôle qualité et environnement. Et ce sont là les grands départements qui forment l'école de télécommunications et télédétection spéciale. Je n'oublie pas le dernier département, c'est le département de télécom.
Donc, la défense à laquelle vous venez d'assister relève du département des eaux et forêts. L'impétram de Dossi s'était présenté pour la première fois en novembre 2024. Les jurys avaient trouvé souverainement qu'il y avait des choses à améliorer. C'est comme ça que pratiquement 8 mois après, il revient avec des améliorations. C'est un travail qui aura un impact positif sur la gestion des ressources naturelles et renouvelables. D'autant plus qu'au niveau des deux chambres du Parlement, la loi, peut-être qu'elle est déjà adoptée, il y a une loi sur l'aménagement des territoires. Nous avons suivi, vous et moi, qu'il y a une loi qui devait être votée. Je crois que l'ETS, l'École de télécommunications et de détection spéciale, se positionne déjà en pourvoyant à la République démocratique du Congo des cadres compétents pour gérer les territoires en ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources renouvelables. N'oubliez pas que la télédétection spatiale aujourd'hui, c'est parmi les disciplines modernes qui font décision et dans presque beaucoup de domaines. Merci. Vous avez soutenu défendu votre ADN comme l'étude approfondie. D'abord l'intitulé, mais aussi qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution qui va vous conduire à votre expérience? Voilà. Donc mes recherches ont porté sur la contribution de la planification participative des espaces villageois à l'aménagement du territoire et à la gestion apaisée et durable des ressources naturelles à la République démocratique du Congo. Alors, quelle est votre contribution par rapport à ces travaux? Au fait, le travail il apporte quelque chose dans le monde scientifique. C'est évidemment cette considération qui doit être apportée à ce travail que font les communautés sur l'aménagement de les espaces villageois. Et donc, il y a un travail qui s'est fait par-ci, par-là, dans les différentes provinces et qui doit venir renseigner le travail d'aménagement du territoire qui est en train d'être fait. Parce que l'État congolais s'est engagé dans une réforme d'aménagement du territoire qui aujourd'hui nous a déjà doté d'une loi sectorielle, d'une politique et aussi des schémas nationaux. D'abord le schéma national et les différents plans d'aménagement du territoire. Et c'est là où moi je suis pour, dans la mise en œuvre de tous ces outils-là d'aménagement du territoire, comment impliquer les communautés, comment valoriser ces travaux-là de cartographie participative, de planification participative des terroirs villageois et voir même comment institutionnaliser ces travaux pour bien faire les différents plans locaux d'aménagement du territoire. Alors, quelles sont les recommandations à l'issue de votre travail pour les scientifiques qui vont faire des recherches, mais aussi pour les villageois, l'État congolais Voilà, donc en termes de recommandations, pour d'abord les chercheurs, l'idée c'est de continuer à fouiner, à travailler sur cette question-là, en regardant comment est-ce que les différents plans d'aménagement territoire faits par les villageois pourraient aussi contribuer au changement climatique. Donc il y a la question sur les températures, les variations que ça a apportées, parce que moi, mon travail a montré les variations en termes de la couverture végétale. Les forêts, la manière dont les forêts se sont comportées après l'aménagement fait par les communautés, et la manière dont le conflit, voilà, les chiffres en termes de différentes plaintes, en termes de différents conflits constatés, avant et après, on a montré que ça a diminué. Et c'est là où j'ai démontré que ce travail-là contribue à la réduction des conflits, à la diminution des conflits, et aussi à la gestion durable des ressources naturelles. Alors, je laisse un espace pour les autres chercheurs
pour aller regarder les autres aspects, peut-être les aspects économiques, peut-être les aspects climatiques de la question. Et je crois que c'est un champ ouvert et grand qui est devant nous. Voilà. Alors, pour l'État congolais, je recommande à ce qu'on institutionnalise cette approche de planification villageoise qui a démontré évidemment ses forces parce que ça utilise les savoirs endogènes, ça utilise les savoirs locaux et parce que personne ne connaît mieux les zones là que ces communautés-là. Et donc, quand le travail sera fait, il faut s'assurer qu'il implique ces communautés. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être mené dans ce sens-là. Et pour les communautés et peut-être pour les autres acteurs qui les accompagnent, qu'on travaille beaucoup plus sur le renforcement des capacités de ces communautés-là et aussi même de certaines organisations, certains accompagnateurs, afin que l'aménagement participatif soit quelque chose qui se fait très bien. Parce que si ça se fait très bien, ok, on aura au niveau local des bons plans. Et de ces bons plans-là, on aura des bons plans d'aménagement au niveau du territoire. Et du territoire, on aura un plan d'aménagement au niveau de la province. Et puis le schéma national. Et c'est là qu'on va avoir une idée beaucoup plus claire sur la localisation de nos ressources et qu'est-ce qui doit être fait dans chaque zone, par qui et comment. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons aller vers un développement durable dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.